Bonsoir à tous. Tout d'abord, on tient évidemment à remercier Francis pour l'invitation et la Cité de l'Architecture pour nous permettre un petit peu de raconter aussi notre histoire et notre manière de percevoir et de produire l'architecture. Mars Architect, c'est un vieux rêve, un rêve d'étudiants sur les bancs de l'école d'architecture de Paris-La Seine. Des étudiants qui ont en commun une vitalité, une intuition créative et une volonté de faire des choses ensemble. Quelque chose qui s'est construit autour de la dialectique et une manière de se comprendre aussi et de faire évoluer nos pensées individuelles dans l'idée d'un groupe de personnes. Et c'est finalement un petit peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est tout simplement un peu les projets qui sont issus de cette démarche. Mars Architect, c'est une agence qu'on a créée en 2012, qui aujourd'hui est une petite agence. On est entre 10 à 12 personnes, qu'on partage un plateau. On a l'habitude de fonctionner presque comme un atelier, c'est-à-dire qu'on n'a pas partitionné l'espace. On travaille tous ensemble, on échange de manière informelle et continue sur les projets. On essaye d'établir un dialogue constant. Et on traite aujourd'hui une grande variété de programmes au sein de l'agence, aussi bien du logement que des programmes culturels et publics. On travaille avec le privé, avec des bailleurs sociaux. Et donc, on aime, nous, se définir plutôt qu'un style ou un mouvement en architecture. On aime plutôt définir l'agence à travers une attitude de recherche permanente autour du projet. Pour nous, le projet, c'est presque un facteur d'émancipation intellectuelle. On utilise le projet comme un véhicule. Ça nous permet aussi à nous, évidemment, de nous cultiver au travers du projet. Donc c'est plus un révélateur, je dirais, créatif, le projet, dans une attitude qui est plutôt contextuelle. On aime s'attacher finalement à des aspects culturels, géographiques, même temporels, parce que pour nous, c'est l'idée que ces éléments-là sont finalement des révélateurs, et que nous, en tant qu'architectes, on doit révéler finalement la poésie des lieux et des situations. Et c'est comme ça qu'on aime un peu caractériser notre travail en architecture. Donc évidemment, de cette démarche, ça donne des projets très hétérogènes, puisque à chaque fois, pour nous, un projet, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle histoire qui commence, sans a priori. On regarde toute une sorte d'éléments qui finalement donnent les orientations, les styles, les écritures, la poésie de chaque projet. Et c'est finalement cette image-là représente très très bien cette variété dans tout type de projet, dans tout type de matière et de matériaux. Une grande hétérogénéité. Et du coup, vient la complexité de présenter notre travail, par où le prendre, parce que du coup, il y a une grande complexité systématique dans la production. Et ce qui nous semblait intéressant, c'est qu'il existe en réalité des récurrences qui reviennent petit à petit, des thèmes particuliers qu'on retrouve de manière un peu inconsciente de projet en projet. Et finalement, on se dit que l'identité naît à travers la création d'une production. Finalement, cette architecture contextuelle se définit de plus en plus pour identifier les contours de notre identité.
Et du coup, la question qui peut se poser, c'est par où on peut commencer. On va essayer de faire un exposé sous la forme un petit peu comme on fait nos projets en fait, c'est-à-dire sous la forme d'un cadavre exquis. Donc de projet à projet, on va trouver des points de connexion qui vont nous permettre, comme une sorte de grand fil rouge, de présenter une version partielle, en tout cas, de notre production, tout en essayant de trouver du sens à chaque fois. Le point de départ qu'on propose, c'est là où on avait fini la dernière fois, c'est-à-dire ici, pour Duo. Merci Francis. Et donc l'idée, c'était de repartir d'une citation introductive de Richard Scoffier, qui nous décrivait, donc c'était les duos, donc c'était une exposition qui mettait face à face ou côte à côte deux architectes, des architectes français et étrangers, sur un thème assez libre. Et donc là, la présentation de Richard Scoffier, le thème, c'était l'inactuel. Alors c'est un peu compliqué, je vais essayer de vous l'expliquer. Donc grosso modo, on ne cherche pas, contrairement à la plupart de nos confrères du même âge, à nous focaliser sur le présent, à construire des structures équipées et flexibles ou à expérimenter des matériaux durables et des démarches vertueuses. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas comme ça qu'on se définit en fait. Je dirais que quand on fait par exemple Saint-Mandé, évidemment qu'on est dans une démarche vertueuse et d'autres projets montreront qu'on est plutôt dans la structure flexible. Mais justement, c'est un peu la richesse et la vitalité de notre démarche, en fait. Ensuite, quiconque parcourt attentivement leurs travaux est rapidement frappé par l'inactualité de leur démarche, ce concept que développe Giorgio Agamben dans son livre « Qu'est-ce que le contemporain ?» à partir d'un aphorisme de Nietzsche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Giorgio Agamben dit « Celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai contemporain, est celui qui ne coïncide pas parfaitement avec lui, ni n'adhère à ses prétentions, et se définit en ce sens comme inactuel. Mais précisément pour cette raison, précisément par cet écart et cet anachronisme, il est plus apte que les autres à percevoir et à saisir son temps. L'inactuel serait celui qui affronte, au-delà des apparences, les ténèbres du présent, soit la tâche aveugle, soigneusement éludée par le culte du simultané. Merci à Richard Scoffier. Et en fait, la manière dont on le prend, finalement, c'est effectivement qu'on n'essaie pas de coller aux enjeux qui saturent notre époque. Je pense qu'il y a à chaque époque ses propres valeurs, et les valeurs de notre époque qu'on connaît ont tendance, par un effet de saturation, à limiter la vision qu'on peut avoir sur la production architecturale. Et précisément, on essaie de prendre un peu de recul avec tout ça pour garder un esprit libre et arriver à continuer à prendre des références dans d'autres époques, en fait, parce que je pense que la vitalité, c'est d'abord la construction d'un corpus de références le plus vaste et le plus large, enfin, dans tous les domaines, et plus on construit cette base, plus ça nous sert, nous, à associer des idées. Cette phrase-là, j'aime beaucoup. L'architecte est alors moins créateur que révélateur, mais un révélateur créatif, riche du défilement des images qu'il habite et qui lui appartient d'interpréter en une architecture signifiante, pertinente et spécifique. C'est une approche qui est très proche de la méthode paranoïaque critique développée par Dali, et qui donc s'appuie sur la mise en relation d'images conscientes ou inconscientes, et par accident permet la création de quelque chose de nouveau, en fait. Et on est vraiment dans une démarche voilà, de recherche et d'expérimentation qui du coup nous éloigne un petit peu parfois des sujets actuels, on va dire. Donc, je commence par précisément ce qu'on avait fait pour les duos. Ça, c'était l'installation avant qu'on arrive, qui avait été proposée par le duo Myoto et B+, qui est Arnaud Brandleber, et qui donc avait explosé un peu les codes du duo, puisque à l'époque, il fallait proposer une maquette à poser sur un présentoir.
Et eux, ils ont dit, bah non, on va pas présenter une maquette sur un présentoir, on va parler d'espace, on va prendre la totalité de l'espace et on va coller des scotch en grille pour questionner l'espace. Alors qu'est-ce que c'est questionner l'espace? Du coup, c'est donner, disons, une perception différente de l'espace. Et ici, avec cette grille qui est assez propre aux œuvres de Myoto, de questionner justement le caractère alors, ce qui est développé, c'est la pré-architecture, c'est-à-dire, est-ce qu'il existe une architecture avant l'architecture? Est-ce que finalement l'installation peut échapper au jugement du beau et du moche, qui est considéré comme un objet de contrôle? Et toutes ces questions-là donc prennent la totalité de l'espace pour justement être un support de ce questionnement. Alors évidemment, nous, ça nous fait penser tout de suite à la démarche de Jean-Pierre Reynaud, et notamment à la Maison de la Selle Saint-Cloud, qui est disons une position radicale de l'artiste, où finalement il recouvre la totalité de sa maison avec des carreaux de céramique de 15 par 15 et questionne, disons, l'architecture, ou en tout cas une vision absolue de l'architecture. Est-ce que c'est encore habitable si on crée un espace aussi déshumanisé, aussi proche de l'aliénation? Et donc il y a ce caractère existentiel qui est posé dans cette œuvre-là, une œuvre dans laquelle il habitera quand même pendant 14 ans, et qui finira pas détruire parce qu'il considère qu'elle ne peut pas être exposée dans un musée. Voilà, ça fait partie aussi de sa démarche. Et du coup, nous, ce qui nous intéressait à travers ça, c'est quand même que malgré le paradigme de départ de dire que finalement cette grille-là, elle échappe à l'esthétique, au jugement esthétique, à la perception, en fait, on se rend compte que si on a compris finalement que l'œuvre a été conservée parce que les gens l'aimaient bien, en fait. Mais pourquoi l'aimaient bien? C'est peut-être aussi parce qu'il y avait cette question esthétique, ou en tout cas spectaculaire, qui a permis à l'œuvre de perdurer, en fait. Et du coup, ça pose aussi les questions du lien entre l'auteur et la manière dont son œuvre est perçue par la suite. Et du coup, nous, comment on a réagi? L'œuvre du duo, c'était quand même une lettre ouverte pour de futurs exposants à parler, donc à développer des idées sur leurs propositions. Et voilà, donc nous on est parti de là. Donc ça c'est un jeu de Go. C'est une figure qui est assez récurrente chez nous. On aime beaucoup ce qu'elle développe. C'était un jeu extrêmement simple que je vais juste expliquer en 2 secondes. C'est un tableau de 19 lignes par 19 lignes, et on pose des pierres chacun à notre tour sur les intersections qu'on appelle des libertés. Donc il y a un joueur blanc, un joueur noir, et l'idée est d'entourer les pierres de l'adversaire pour les capturer. Et petit à petit, on va composer ce jeu sur ce Goban, hein, donc c'est le nom de ce damier. On compose le jeu et des formes apparaissent. Et en fait, il y a toute une philosophie sur la vie à l'intérieur du développement de ces formes, à tel point qu'à un moment, certaines de ces formes, quand elles ne peuvent plus être détruites, on appelle ça des formes vivantes. Donc ça développe toute une sorte de sémantique entre les libertés, les formes vivantes qui nous intéressent beaucoup. Et surtout, ça pose la question de l'espace libre quand il n'y a pas encore de pierre. L'idée qu'on essaie de développer ici, c'est finalement questionner un damier vide, s'il est aussi neutre que le laisse paraître Jean-Pierre Reynaud ou Myoto. Dans ce cas-là, le jeu devrait pouvoir commencer à n'importe quel endroit de la grille. Or, ce n'est pas le cas. Naturellement, les joueurs de Go vont disposer leurs pierres sur les petits points noirs qu'on voit apparaître là, ou autour, parce que finalement, c'est avec l'expérience les endroits les plus stratégiques pour commencer une partie. Donc ça veut bien dire quelque part qu'il y a une polarité dans la grille, et c'est cette polarité-là qui va nous intéresser en termes d'adaptation de l'œuvre. Cette polarité, elle nous parle donc de magnétisme, et ce magnétisme,
on va réussir à l'interpréter avec une proposition qui s'appelle ligne de désir. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ligne de désir? Une ligne de désir, c'est, vous voyez, ce genre de chemin qu'on peut croiser, une sorte de ligne sauvage. Je vais vous donner la définition. C'est un sentier tracé graduellement par l'érosion à la suite du passage répété des piétons. La présence de lignes de désir à travers les parcs ou terrains vagues signale un aménagement urbain inapproprié des passages existants. Ligne de désir, donc l'installation conteste la présence de la grille et avec le langage du temps qui passe fait remonter le fond à la surface. La vérité invisible rendue visible d'un espace toujours polarisé par le désir humain. Voilà, donc ça c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Et on voit, donc là c'est une artiste qui s'appelle Clarissa Tossin, qui alors là c'est juste un tableau, mais là on a fait beaucoup d'autres, qui développe, donc là on est à Brasilia, sur le terrain vague central, vraiment dans l'axe de la ville. Hein, l'axe monumental, oui, de la ville. Et en fait, on voit que dans cette ville, comment dire, où la voiture est reine, où on voit l'infrastructure tout autour, en fait, les gens s'approprient cet espace-là et trouvent leur propre logique en dehors de ce qui leur est imposé. Et du coup, on s'est dit, pour cette installation-là, on va essayer de reprendre cette idée-là et de sélectionner certains points dans l'espace du hall, donc au-dessus de nous, là, des points d'intérêt où les gens viennent naturellement, où ils ont des polarités. Donc on retrouve l'entrée, on retrouve l'accueil, on retrouve les gradins, l'accès à l'amphithéâtre. Et tout ça va définir les lignes, en tout cas les polarités qui vont définir chacun des angles, des lignes qu'on place à l'intérieur de chaque carré. Et voilà ce que ça provoque. Et donc c'est une forme de superposition du coup de deux langages qui disent exactement l'inverse. C'est ce qu'on appelle aussi dans un langage plus technique la compossibilité, c'est-à-dire la coexistence de deux choses au même endroit. Et si l'une invoque l'absence de polarité et l'unidirectionnalité, l'autre invoque au contraire les polarités qui sont cachées dans l'usage de l'espace en fait. Et ce qui nous intéressait, c'était vraiment ce dialogue voilà, entre deux idées complètement différentes. Et peut-être aussi un autre questionnement sur la grille, c'est est-ce que la grille, quelle est la valeur d'une grille lorsqu'elle est remplie? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a même des zones avec l'effet d'érosion où le scotch disparaît et où il persiste certaines intuitions de l'espace qui sont encore révélées par ces directions. Voilà, donc là, l'espace de spectacle, enfin de présentation. Et donc, ça nous fait... du coup, on quitte un peu les duos et on plonge finalement dans cet exemple qui nous tient beaucoup à cœur. Hein, toujours, on a une certaine appétence pour le Japon. Sur le jardin japonais du Ryuan-ji, qui développe donc tout un espace de tension et d'intensité qui sont liés à la masse des objets, enfin à la masse des pierres, à leur proximité, à leur organisation. Et dans ces tensions qui sont invisibles, il subsiste quand même quelque chose d'assez fascinant qui donc répond un petit peu à notre histoire de polarité dans l'espace. Ce principe-là, on a essayé de l'appliquer sur des sujets beaucoup plus prosaïques, puisque là, il s'agit d'un espace de bureau. Le bureau, on sait comment c'est, hein, c'est extrêmement tramé, extrêmement régulé. Et en fait, on a un peu bossé avant sur d'autres projets de bureau où on a essayé de comprendre la modification des espaces de travail dans les bureaux avec le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, un bureau, c'était compté en termes juste de table, et puis petit à petit, est apparu des espèces de subespaces dans lesquels il y a des activités qui viennent améliorer la vie des travailleurs. Et du coup, ici, ce qu'on a essayé de faire, c'est précisément de développer sur la base du bureau, d'un plan de bureau, qui est donc une matrice, hein, une grille, un petit peu comme le Goban de tout à l'heure, tout un champ lexical de formes
qui irait de la chaise jusqu'à l'escalier de secours ou salle de réunion, qui seraient du coup disposés comme ça sur ces grands plateaux de bureaux, et par leur caractère commun et la distance qu'il peut y avoir entre eux, créeraient des intensités, des accidents au sein d'un système extrêmement régulé. Donc c'est ce que nous on appelle mesure et forme libre, pour revenir un petit peu sur les exemples précédents. Et donc voilà ce que ça peut donner. Ici, du coup, il n'y a pas de différence entre la perception d'une salle de réunion ou disons des éléments techniques qu'on peut avoir en toiture, et tout compose finalement une vie qui serait perceptible depuis l'extérieur, une forme de composition globale d'une œuvre qui verrait sa cohérence par l'équilibre qu'il y aurait entre la matrice du bureau et cette répartition aléatoire, voire chaotique, des éléments libres. Il y a quelques images. Image de maquette. Voilà. Donc une autre, pour poursuivre cette idée de forme libre, un exemple qui nous a beaucoup touché, c'est une sorte de boîte d'outils pour la thérapie. Qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est une somme d'éléments qui ont une certaine identité, et dans les cas où de gens trop traumatisés pour parler, cette boîte-là leur permet à eux de signifier les rapports qu'il peut y avoir avec d'autres personnes, simplement en disposant ces objets sur un plateau, par un effet de distance, d'intensité, de gravité. Et donc finalement, il y a quelque chose de complètement irrationnel qui n'a plus besoin du langage, qui nous intéressait parce qu'il y a vraiment ce rapport, on a une forme de rapport un peu instinctif par rapport à ces formes-là, et on est capable finalement d'apporter des émotions sur des objets et pouvoir parler avec, ce qui est assez fascinant. Ce qui me permet de rebondir sur ce projet à Sainte-Geneviève-des-Bois, qu'on a fait en association avec Mu Architecture, et qui parle précisément de ces univers, enfin cette tension qui peut exister entre des individualités et l'espace qui les lie. Donc voilà, un projet, une toiture assez complexe qui donne à apercevoir, enfin qui laisse comprendre qu'il va se passer des choses en dessous, en fait. Voilà. Une espèce de richesse visible depuis l'extérieur, mais pas encore compréhensible. Voilà, de nuit. Des objets même qui peuvent parler sur l'espace public qui est autour. Voilà, on peut avoir un écran qui est tourné sur l'espace public et qui peut tout à fait communiquer, enfin changer d'usage en fonction des besoins. Voilà. Et en fait, quand on soulève la toiture, on se rend compte qu'il y a une complexité cachée qui répond en fait aux formes qu'on essaie d'exprimer en toiture. Cette complexité, on la retrouve très bien dans cette œuvre de Tony Cragg, Palette, qui sont en fait des déchets plastiques, mais qui sont organisés de manière à ce qu'il y ait une forme de cohérence ou d'équilibre global dans une forme plus grande qui les dépasse, et qui nous parle aussi de tension entre chacun de ces éléments-là et de conservation de l'identité de chacun des blocs. Chose qu'on retrouve finalement tout à fait dans le plan du projet, où le mobilier forme cette espèce de champ polarisé, et ce qui nous permet de définir des identités définissables uniquement par la présence et la disposition du mobilier. Enfin, pas uniquement, puisqu'en fait, les volumes qu'on voit en toiture expriment en fait des vides à l'intérieur qui permettent de définir les espaces en relation avec le mobilier qui est situé en dessous.
un exemple qui nous intéresse beaucoup pour ce projet-là, justement, c'est la mise en place de la scénographie pour le film de Lars von Trier, Dogsville, où finalement on est réduit au strict minimum en termes de décor. C'est juste des traits tracés au sol qui signifient la présence de bâtiments, et par comment dire, une règle commune pour tous les acteurs, finalement, tout le monde joue le jeu. Finalement, l'espace n'est pas résumé par son enveloppe, mais simplement par des codes que tout le monde partage, en fait. Et finalement, quand on revient dans cette image-là, on se rend compte que la présence de ces volumes en toiture suffisent comment dire, à délimiter, à agir sur la sensation d'un espace qu'on aurait en dessous et qu'on partagerait. Ce qui permet de totalement libérer, alors il y a quand même des points de structure qu'on voit, mais permet quand même de totalement libérer le projet de tout cloisonnement, et malgré tout on perçoit quand même une certaine simplicité dans la déambulation sans avoir besoin de signalétique particulière. Voilà un autre exemple de ces espaces sous la toiture. On voit bien que l'espace est totalement libre, et que voilà, la personne qui est là travaille dans sa bibliothèque et a vraiment la sensation d'être dans son espace, en fait. Et donc ça développe l'idée d'un paysage intérieur qu'on va retrouver sur un autre projet que je laisse que Julien présenter. Donc ce projet, c'est une médiathèque à Tournon-sur-Rhône. Médiathèque qui se caractérise par un contexte très particulier, un contexte de coteaux et de vignes dans une ville qui borde le Rhône, avec des éléments phares qui dominent un petit peu le paysage, en plus des vignes, avec cette tour de la Sainte Vierge qui finalement regarde de manière bienveillante, en fait, cette ville-là. Donc on commence à distinguer une place publique qui se définit évidemment par son vide, par les bâtiments qu'il aborde, et par cette halle de marché qui finalement occupe principalement le vide de cet espace. Et nous, le point blanc qui est situé sur l'image est un ancien parking sur lequel va venir s'implanter le projet de la médiathèque. Et ce qui nous a évidemment frappé en arrivant sur le lieu, c'est la présence de ces coteaux qui finalement définit le cadre paysager du contexte du site, et essayer de trouver un moyen, au travers de l'architecture, d'établir un lien entre la ville, l'espace public, la halle de marché, la tour de la Sainte Vierge, et aussi ce paysage ascensionnel des coteaux. Et toute l'idée de ce projet était évidemment d'établir des continuités visuelles, des sortes d'aspirations vers ces points de vue absolument grandioses. Mais pas que. Il y avait évidemment une volonté de s'adresser et de parler en fait à l'espace public. On a évidemment établi des lignes, des quadrillages qui finalement structurent l'espace de l'espace public, afin de lui donner des axes, des symétries, de manière, au travers du projet, de quelque part apporter la pièce manquante en fait à cet espace public, à cette limite qui permet de renforcer aussi ce vide, et qui aussi permet aux éléments de communiquer les uns avec les autres. Donc sur ce plan, on voit l'établissement de cette règle de composition, de ces formes très réglées par ce quadrillage, et en vert, ces formes qui, elles, ils sont issues des coteaux et qui formalisent ces lignes organiques qui sont composées par les lignes et évidemment la formalisation en escalier du paysage. Donc voilà l'image du projet dans son rapport finalement à la fois à la place publique et à la halle de marché, et aussi au paysage qui finalement s'inscrit juste derrière.
L'autre idée de ce projet, c'était d'établir un lien direct entre évidemment le contexte, mais aussi de faire rentrer quelque part ce paysage dans l'idée, on va dire l'imaginaire collectif d'une bibliothèque plus classique où c'est une sorte de coffre-fort dans lequel on vient entreposer le savoir de l'humanité, et évidemment avec une dimension presque monumentale. Puisque c'est pas quelque chose qu'on traite de manière légère, le savoir et l'accumulation de savoir. Et nous, on aime aussi travailler cette question-là. On aime cette idée de préciosité et on pense qu'elle doit évidemment évoluer avec le temps et permettre à la fois à ces deux idées-là de vivre ensemble et de coexister. Ce que Raphaël disait tout à l'heure, cette idée de compossibilité, elle nous séduit toujours parce que on cherche pas toujours à opposer des idées qui peuvent paraître de manière dichotomique, mais au contraire de pouvoir les associer pour donner de nouvelles formes d'espace. Et c'est ce qu'on définit souvent par une architecture paysage. Et donc le rapport dans cette image-là, il est évidemment, il est évident. On a évidemment traité l'organisation de la médiathèque en coteaux, comme si finalement les coteaux de vignes se prolongeaient et créaient ce lien aussi avec la ville, tout en établissant des percements, le percement évidemment de la coque de la médiathèque, de ses limites, avec l'aménagement de vues très théâtralisé pour toujours avoir ce rapport avec son environnement. Que ce soit d'ailleurs vers les vignes que aussi vers la place publique. Ce qui nous a évidemment intéressé pour créer ce lien et cette sensation de paysage habité, c'était de traiter toute la question du mobilier de la médiathèque, presque en relation avec une organisation tout simplement des vignobles. Et donc d'établir des rayonnages comme ça qui s'inspirent presque de l'organisation des pieds de vigne. Cette image qui évidemment montre la relation très ouverte de cet espace-là, c'est-à-dire que c'est un espace où on voit les différents éléments du programme comme ça, qui établit des rapports aussi d'intimité différents en fonction de ses formes libres, en fonction de ses dilatations d'espace et en fonction aussi de ses mises en situation avec des morceaux de paysage choisis. Ça c'est un autre projet de bibliothèque, un concours qu'on a fait en 2012, donc vraiment au tout début de la création de l'agence Mars, qui est pour nous une sorte de projet manifeste et qui établit aussi et qui constitue finalement un peu les bases de tout ce qu'on a développé par la suite dans ce type de programme. C'est un concours donc pour la bibliothèque centrale à Helsinki. C'est un concours pour lequel on a été finaliste. C'était un concours international où il y avait plus de 350 participants et on a eu la chance de faire partie des 7 sélectionnés. Malheureusement, c'est un Finlandais qui a remporté et qui a aujourd'hui construit le projet. Et toujours pour rebondir sur cette idée de casser un peu l'idée qu'on pouvait avoir d'une bibliothèque traditionnelle et classique, ce coffre-fort opaque qui protège, là on a décidé de le traiter presque comme un meuble, une sorte d'étagère tournée vers la ville, dans laquelle on puisse percevoir et comprendre finalement ce qui s'y passe. Donc quelque chose de beaucoup plus ouvert et qui développe, donc vous allez le voir par la suite, toute une série de concepts et de programmes et qui vont s'incarner dans des architectures et dans des échelles. Ici, c'est une image qui évidemment constitue le patrimoine aussi de l'agence d'un point de vue théorique et intellectuel. On aime beaucoup ce mouvement comme ça porté par James Wine, ce corpus comme ça d'individus qui ont fait des sites et qui ont développé des images utopiques un peu choc sur des espèces de désirs comme ça qui se percutent, désir de
maisons individuelles, mais aussi de compacité et d'architecture qui se regroupent dans un bâtiment à échelle plus vaste. Donc ça, c'est une image qui est aussi qu'on trouve très intéressante et qui constitue un peu aussi le terreau de nos réflexions et qui nous a servi pour la genèse de ce projet et comment une étagère dans la ville pouvait aussi abriter le savoir, l'apprentissage au travers d'ateliers, et comment est-ce que une forme de perception du public dans l'immédiateté pouvait nous inviter finalement à rentrer dans ce lieu-là et à pouvoir à la fois déambuler mais aussi apprendre. Donc, ce qui en fait aujourd'hui dans les bibliothèques modernes plutôt des lieux de vie que des lieux où seul le savoir est à l'intérieur. C'est aujourd'hui bien sûr des architectures et des lieux qui sont plus que ça. Oui, donc l'idée de cette image-là, c'était aussi de dire que le bâtiment est considéré comme un meuble, mais chaque étagère contient la ville. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'inversion du rapport d'échelle qu'on essaie de créer. Et pour cela, on va proposer une sorte de dispositif qui va nous permettre d'y arriver. Donc là, dans un premier temps, on voit en haut à gauche une grande structure porteuse dans laquelle on va placer toutes les circulations, tous les fluides, et qui va développer un grand bras qui va permettre d'abord donc elle va être équipée après d'un miroir, et ensuite le grand bras va permettre de suspendre l'ensemble des plateaux qui vont composer le projet. Et ensuite on dispose des micro-architectures sur les plateaux, ce qui fait qu'en fait les plateaux sont complètement libérés d'une structure apparente, et le miroir démultiplie la sensation d'espace qu'on aurait sur les plateaux. Et donc c'est une manière pour nous de créer une sorte de territoire qui serait libéré de toute présence structurelle. Voilà, donc ça c'est un des exemples. Là on voit en bleu le miroir et la création de ces grandes étagères qui seraient considérées un petit peu comme des micro-architectures, hein, qui développeraient un langage d'urbanité. Et le genre de vue que ça aurait pu proposer, sachant que derrière on a un miroir, mais effectivement la grosse majorité de la structure disparaît derrière, et donc on a l'impression que c'est suspendu par des poteaux qui sont beaucoup trop fins. Mais l'idée était là, et on avait crédibilisé la chose structurellement avec Pierre Bock, c'est ça ? Oui, avec les ingénieurs, on avait aussi travaillé. Donc cette idée de suspension était accompagnée en fait d'une façade de verre porteuse qui avait une épaisseur et qui permettait aussi de réguler évidemment le confort d'été, le confort d'hiver au sein de la bibliothèque. Donc on jouait aussi sur ces ambiguïtés de structure qui nous permettaient à la fois soutenir en partie les planchers, mais aussi de réguler climatiquement l'intérieur du projet. Donc c'est pour ça que cette façade aussi avait une épaisseur. Et ce qui était intéressant dans cette proposition, c'était justement le déploiement de ces micro-architectures qui définissent à la fois des places publiques, des rues, des ruelles, et qui sont finalement des micro-architectures habitées dans lesquelles les gens déambulent, trouvent leur intimité pour pouvoir travailler. Et c'était dans cette ambiguïté d'échelle qui me paraissait intéressant de développer ce projet. Alors sur ces images-là, vous le voyez, on avait donné finalement deux visages, un visage tourné vers la place publique et ses monuments et ses bâtiments assez emblématiques. On a aussi sur la place le Parlement finlandais, mais aussi un bâtiment de Stephen Hall, qui est un musée d'art contemporain. On avait aussi la cité musicale de Aalto, et de l'autre côté, on a ce meuble presque marketé qui laisse apparaître des ouvertures presque un peu intimes qui dévoilent peut-être une vie, une activité à l'intérieur de ce projet. Pour continuer sur cette histoire d'architecture meuble, je vais laisser Sylvain nous parler d'un projet aussi qui nous a valu tout simplement un peu de reconnaissance de nos pairs. C'est des logements à Paris dans le 12e arrondissement, en bois.
mais encore une fois, une continuité, je dirais, parce que c'est un bâtiment qu'on a abordé aussi un peu sous l'idée d'un meuble, c'est-à-dire d'un élément léger. C'était une manière de répondre à une densité qui était extrêmement forte. On voit le site là avec la flèche. On est derrière un bâtiment qui fait R+11 et on se pose sur un parking, donc avec toutes les difficultés qu'on connaît pour accéder au chantier, etc. Mais surtout une très forte densité. Donc on a développé ça sous la forme à la fois d'un meuble qui permet de vraiment donner la sensation d'un bâtiment qui est posé, qui est léger, et qui permet aussi de le construire, puisque en fait un des grands enjeux c'était comment le construire, comment accéder, permettre que l'ensemble des matériaux de la construction on puisse y accéder. Et donc on est passé par le parking avec un système de plateforme, on a fait remonter les matériaux et tout est passé et tout a été dimensionné pour que ça puisse passer par la rampe de parking et remonter de l'autre côté. Avec des petits éléments, des petites grues, etc. On a réussi à monter ce bâtiment. Tout l'enjeu, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, on parle beaucoup on questionne beaucoup la densité des programmes, etc. Et on trouvait que c'était intéressant de pouvoir démontrer que dans des petits espaces, avec beaucoup de contraintes, on puisse développer finalement des logements qui, au final, on a essayé de leur donner un maximum de qualité et je crois que c'était un petit peu au rendez-vous. Donc on est très fiers de ce projet qui commence par un parcours, par un jardin, qui finalement devient le sas un petit peu de décompression entre la ville et chez soi. On fait très attention au parcours dans les logements qu'on dessine, entre la ville et chez soi, entre la sphère publique et la sphère privée. C'est des échelles et des lieux qu'il faut travailler pour leur donner un maximum de qualité. Et donc le projet s'appuie à la fois sur un bâtiment léger, presque meuble, et un jardin qui aujourd'hui a grandi et qui accueille finalement tous les habitants de la résidence et qui bénéficie aussi bien aux gens qui profitent de la vue que des nouveaux logements qui ont été construits ici. Donc c'est un projet qu'on a développé avec deux vides. Un premier vide qui est le jardin qu'on a vu, et ensuite le deuxième vide qui va permettre l'ascension dans les logements et qui est une cour blanche. Et donc entre ces deux espaces, il y a un porche qui permet de les relier et qui permet vraiment de travailler deux ambiances, de multiplier les ambiances comme ça dans le parcours, ce qui fait que de petits espaces, en fait, on en tire une grande richesse et un parcours très enrichi. Donc ça, c'est la cour blanche, donc c'est par là où on va monter dans les logements. Et je dirais qu'après, de ces espaces, on en tire des logements qui sont traversants, qui ont été travaillés avec un maximum de flexibilité, de fluidité à l'intérieur même du logement, pour proposer vraiment toutes les pièces sont éclairées naturellement, que ce soit les pièces humides, la cuisine, le salon, la chambre, etc. Et on a travaillé aussi avec des cloisons mobiles qui permettent entre la chambre et le salon de vraiment offrir une fluidité et une liberté aux habitants très grande. Voilà, donc là on voit la fluidité des logements à l'intérieur, ce qui nous amène à un autre travail, c'est-à-dire à une thématique qui est autour du logement. On est très attentionné aux typologies de logement et notamment au caractère multi-orienté des logements, et on a une préférence pour les logements traversants. Donc à travers un autre projet qui est ici dans le 18e, au boulevard de la Chapelle, voilà, c'est aussi l'idée que dans une parcelle pas simple, très profonde,
on arrive aussi à proposer des logements avec des qualités, une épaisseur au sud, vous voyez la façade au sud, et travailler avec des fenêtres très épaisses qui permettent de protéger naturellement les salons qui sont de ce côté-là. Et ensuite, on a les chambres qui vont se retrouver sur la rue qui est un peu plus calme de l'autre côté. Donc là, on voit bien le côté traversant des logements et un travail qu'on a mis en place autour de la brique et de la dichotomie entre deux volumes qui correspondent finalement aux deux appartements qu'on a là, et un travail ici sur l'ornement des choses, c'est-à-dire à la fois que ça soit technique. Ici, vous avez un cellier qui est aéré et qui est en connexion directe avec la cuisine. Donc c'est le grand moucharabier qu'on voit là. Et puis vous avez aussi tous les systèmes de ventilation, prise d'air, etc. qu'on a mis au point. Et qui finalement s'inscrivent dans l'ornement même de la brique. Alors pourquoi l'ornement nous intéresse? Parce que évidemment pour nous c'est une composante c'est une composante de l'architecture, mais qui est dans l'architecture contemporaine. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle est parfois un peu mise de côté ou boudée? Nous, on a décidé de s'y intéresser et finalement de se poser la question d'une ornementation d'un bâtiment contemporain. Évidemment, pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte très particulier à Paris. Dans le 12e arrondissement, près de la Porte Dorée, et on est au niveau du boulevard Poniatowski, et finalement dans un boulevard qui est très constitué de bâtiments de différentes époques, de différents styles. Et nous a demandé de construire une opération de logement sur une toute petite parcelle, sur un ancien site d'un tissu faubourien. On voit encore sur cette photo le bar PMU qui subsiste en R+2, un peu esselé comme ça, au milieu de deux grands bâtiments qui eux sont plutôt de style haussmannien. Donc comment intervenir dans cette parenthèse et dans cette continuité de bâtiments déjà constitués et déjà là. Donc tout de suite on s'est orienté sur des références qui nous intéressaient, des références artistiques qui travaillaient sur les archétypes. On a tous un petit peu en tête les images de Berne et Hilla Becher qui pendant toute leur vie ont photographié des fermes allemandes, des châteaux d'eau, donc toute une série d'architecture archétypale, et comment un artiste plus contemporain, Idriss Khan, s'est réapproprié ces images de manière à finalement les superposer pour peut-être nous révéler une chose, celle que malgré une grande diversité d'éléments, toute chose un peu archétypale arrive toujours à préexister et permet d'atteindre aussi une forme de vibration, une forme d'abstraction de toutes ces choses qui constituent un paysage construit. Donc on bascule d'un seul coup dans une forme de poésie qui nous semblait très intéressante et pouvait être support à une réinterprétation de l'ornement. Donc, comme je le disais, cette parenthèse entre deux bâtiments déjà constitués, déjà composés de leur ornementation, de leurs fenêtres, de leur composition classique, avec un soubassement, un corps de bâtiment, un couronnement, une toiture. Comment finalement remplir ce vide et créer aussi une forme de lien, une forme de connexion entre ces deux bâtis. Et on a opéré un travail de dessin, de reconstitution de ces façades, de prolongement, de superposition, un peu comme le fait justement Idriss Khan, de manière à obtenir finalement un nouveau motif, un nouvel ornement, qui est la composante de bâtiments qui sont voisins à notre nouveau projet. Et on a obtenu ces dessins qui sont en bas-relief comme ça, dans une matière qui aussi établit un lien, puisque c'est une matière minérale. Les bâtiments voisins sont constitués de pierre.
pierre et de briques. Et nous, on a choisi cette continuité minérale. Et on a travaillé sur ce matériau qui, lui, est pour le coup contemporain, c'est-à-dire le béton, et sa capacité à épouser, à être coulé, à finalement être non pas sculpté et taillé, mais à retranscrire un dessin plastique de par ses propriétés évidemment liquides lors de la mise en œuvre. Cette image, elle démontre un peu ce lien évident qu'on arrive à décrypter quand on est au pied du bâtiment, c'est-à-dire que de loin, le bâtiment apparaît comme une matière vivante et vibrante, et de près, on retrouve les correspondances, les clins d'œil, les éléments de modénature et d'ornement qui composent les bâtiments voisins. Et tout ça, évidemment, est troublé parce qu'on n'aime pas trop une forme de facilité. On aime que les gens plissent les yeux, regardent attentivement et finalement découvrent et prennent conscience de la poésie et des mystères qu'on essaye d'insuffler dans nos projets. Donc là, on a finalement une illustration très brute du dessin qu'on a reproduit et sa réalisation. Et on a ces ouvertures aussi qui sont des volets en aluminium qui contredisent d'une certaine manière un peu l'inertie du béton et jouent avec l'atmosphère, le ciel, les reflets, créer des contrastes et aussi est une illustration de la vie des logements. Puisque évidemment cette façade tramée, percée et réglée un peu à la manière des bâtiments voisins, d'un seul coup s'anime au travers cette matérialité et le fait que les volets soient ouverts ou fermés. Donc là, vous l'avez vu, c'est une parcelle qui était très complexe, puisque triangulaire, avec une surface au sol d'à peine 130 mètres carrés. Donc peu de logements par niveau, et cette volonté aussi, même dans ce tissu complexe et cette parcelle résiduelle, d'offrir des logements de qualité, traversants, avec des vues qui sont octroyées par à la fois le bénéfice de certaines courettes qu'on a conservées, de failles qu'on a créées, qui est au bénéfice à la fois des cuisines et des salles de bain, qui créent des vues, mais qui créent aussi des respirations pour les courettes voisines, qu'on est évidemment venu un peu obstruer. Donc on a eu une forme de délicatesse de vouloir créer ces espaces aussi pour permettre à certaines vues des bâtiments voisins de continuer à exister, et aussi pour ventiler un peu ces cours. Et ces déhanchements du bâtiment, c'est des alignements qui eux aussi vont chercher des vues lointaines en direction de la Porte Dorée. C'est ce qu'on voit sur cette image. Ce déhanchement, il vient chercher et prolonger des perspectives. Ces matériaux aussi de métal en inox tendent à prolonger l'ornement des façades et à créer ces jeux d'optique et ces effets comme ça, et à marquer évidemment ces fracturations du bâtiment. Et on a cette faille qui, elle, crée une séquence, une première séquence. Sylvain parlait tout à l'heure de l'attachement qu'on a à créer des séquences et à finalement établir des sas de décompression entre l'espace public et l'intimité de son chez-soi. Donc cette faille, elle nous a permis d'octroyer des vues, mais aussi de créer une séquence à moitié extérieure, à moitié couverte, pour les gens qui rentrent dans leur domicile. Toujours pareil, la contextualité, c'est le bâtiment, le Palais de la Porte Dorée, qui est aujourd'hui, qui a été construit pour l'exposition coloniale internationale de 1931, et qui est aujourd'hui maintenant le Musée national de l'histoire de l'immigration. Ce rapport de proximité avec ce bâtiment-là, pour nous, était aussi une forme de justification de l'ornement et du béton travaillé dans ses modénatures et dans son expression plastique et littérale. Donc on voit, c'est un bâtiment qui est entièrement en béton armé, qui propose un décor absolument incroyable sur sa façade.
Pour nous, c'était une image qui évoquait aussi Douanier Rousseau et ses peintures. Et c'est des choses qu'on avait voulu, au stade du concours, aussi proposer dans le projet comme élément aussi marquant des différentes séquences. Bon, malheureusement, qui a été abandonné à la suite de différentes discussions avec différents intervenants qui donnent les autorisations à Paris. Mais c'est quelque chose qu'on a gardé avec cette couleur bleue de la faille et qui marque aussi ce tampon-là. Autre travail qu'on a dû malheureusement mettre de côté, mais qui nous interpelle et nous intéresse, c'est un travail presque artisanal de la matière. Et quand on utilise un matériau, on essaye d'en révéler ses propriétés et finalement un certain façonnage possible de ce matériau-là. Donc on avait imaginé des volets en inox ou aluminium qui étaient emboutis et qui étaient le prolongement aussi figuratif de cet ornement de façade. Et qui, quand ils sont en position ouverte, soient aussi au bénéfice des habitants depuis l'intérieur. On avait toujours remarqué finalement le côté un peu inerte des ouvertures et des fenêtres qu'on retrouve dans les logements. Parfois elles sont soignées. Là on les a évidemment habillées de bois pour leur donner un aspect chaleureux et un espace finalement dans cette épaisseur presque domestique. Et on avait prolongé l'idée d'offrir un ornement qui soit dans l'alignement de ces volets. Autre travail, là on va passer, donc c'est un projet qui est en cours, on n'a pas encore tout à fait livré, qui est à Courbevoie, mais qui illustre aussi cette volonté de travail de l'ornement. Et là c'est quelque chose alors il y a un contexte qui évidemment a généré la forme même du bâti et de ses formes courbes. On est à Courbevoie, hein. Et ce projet s'inscrivait dans un écoquartier, en tout cas une volonté politique de l'inscrire dans un écoquartier, et nous on a eu aussi la volonté de le faire parler de cet écoquartier-là et d'offrir une 6e façade à ce bâtiment en travaillant la sous-face de ces balcons, en venant finalement presque mettre des fossiles comme ça de végétation incrustés dans le béton qui évidemment a cette capacité de moulage. Pour poursuivre sur notre recherche d'ornementation, alors ça c'est la sous-préfecture de Palaiseau, donc c'est en cours de construction. La future sous-préfecture qui est donc sur le plateau de Saclay. On voit d'ailleurs le métro aérien qui passe derrière. Et on était intéressé par cette image-là qui est en fait le Code de Gortine. Donc c'est le plus ancien texte juridique du monde. Et il était gravé sur le bâtiment en fait. Donc c'est 650 à 450 avant Jésus-Christ. Et ce qui nous intéressait, c'était déjà d'une part que la loi soit gravée dans l'architecture. Il y a une espèce d'incorporation de ce qui fait civilisation dans l'architecture qui nous semblait extrêmement intéressante. Et du coup, cette sorte de all-over, de caractère extrêmement dense créait une sensation qu'on retrouve aussi finalement dans les références qu'on vous a présentées précédemment et qui nous intéresse dans la manière de créer un épiderme à l'architecture en fait. Donc ce qu'on a proposé sur la sous-préfecture de Palaiseau, c'est reprendre, vous voyez, alors là on a mis République française, qu'on va répéter un nombre de fois, un millier de fois, et qui fera toute la périmétrie du bâtiment. Donc c'est une matrice qu'on a utilisée qui fait 8 mètres de haut et on voit quand même la précision qui est possible de faire avec ces matrices et avec le béton et justement ce travail dans l'épaisseur, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse c'est vraiment de travailler dans l'épaisseur de la matière et de l'architecture pour que soient gravées ces devises qui définissent finalement l'usage futur du bâtiment. Donc ici on se trouve donc sur le plateau de Saclay, à l'entrée du futur campus.
sur une parcelle assez complexe, puisque en rouge, vous voyez, elle a une forme presque de triangle, très, très longue, 100 mètres de long. Donc il était demandé de faire un programme de sous-préfecture. Donc c'est en gros un bâtiment administratif qui traite aujourd'hui des titres de séjour et ce genre de choses, puis d'autres choses en rapport avec le département. Une des problématiques qu'ont ce genre de bâtiment, c'est qu'il y a une question de sécurité. C'est-à-dire qu'on doit à la fois accueillir des gens et en même temps se protéger des gens. Voilà, c'est un peu schizophrène comme situation et comme usage, mais c'est un peu ce qui nous est demandé. À la base, on devait avoir juste un bâtiment posé sur le site et ensuite un parking à côté à destination du personnel. Donc on a proposé finalement un bâtiment paysage avec le fait de mettre le parking sous le programme qui est en gros un programme de bureau hein, et d'accueil du public, et de proposer finalement une grande séquence qui monte légèrement vers le bâtiment avec un grand jardin, et finalement d'accueillir le public qui est quand même dans des situations quand même parfois un peu complexes. On fait la queue, on attend beaucoup, etc. Donc l'idée, c'était déjà de proposer un espace qui temporise, qui fait un entre-deux entre l'accueil et le parcours dans la ville. Et donc on monte doucement et on est accueilli finalement dans un grand hall qui va s'ouvrir sur le jardin. Et en même temps, il y a ces grands murs d'enceinte qui montent jusqu'à protéger finalement l'ensemble des bureaux. On a travaillé ces grands murs avec des grandes ouvertures qui permettent vraiment de protéger à la fois le personnel avec des grandes terrasses, des patios et ce genre de choses, et qui vont permettre à la fois de proposer une forteresse et qui en même temps est ouverte sur un jardin. Voilà, vous voyez des images du chantier aujourd'hui. Donc c'est un jardin qui est complètement ascensionnel, puisque en fait la toiture continue aussi d'être plantée, et c'est un grand bâtiment qui s'inscrit finalement sur toute la longueur dans le paysage. C'était aussi quelque chose qui nous intéressait, puisque en fait les dispositions en plan faisaient qu'en fait on avait une drôle de perception de ce bâtiment-là, puisqu'il y avait un effet inversé entre la pente, la fuite, les points de fuite, qui inversait complètement la perception qu'on en avait. Et c'est quelque chose qu'on a... Voilà, on connaît cet exemple de Borromini, où on a une perception qui est complètement inversée. Et ce qu'on a travaillé aussi par la suite, je dirais dans un concours qui va être pour l'OPIC, qui est le bâtiment pour l'OPIC. C'est un concours qu'on a fait en 2022. Je laisse Julien en parler. Donc, comme le disait Sylvain, il y avait cette référence romaine de la perspective forcée. Il y avait aussi une question sur le patrimoine, puisqu'on est à Paris, dans le 15e arrondissement. On a l'hôtel de la Duchesse, comme ça, qui ponctue un cœur d'îlot et qui avait été complété dans les années 70 par un bâtiment préfabriqué qui n'était pas tout à fait adossé à l'hôtel de la Duchesse, mais qui avait une aimabilité, une petite distance comme ça. Et on nous a demandé évidemment de venir investir ce lieu et de proposer aussi une extension qui abriterait et regrouperait les bureaux de l'OPIC. Donc là, nous, ce qui nous a intéressé, c'était finalement
d'étendre, d'allonger le pavillon de la Duchesse, de finalement de pas s'en écarter ou de pas le sanctuariser totalement, mais venir proposer une nouvelle composition entre l'ancien et le nouveau, et d'utiliser finalement des ressorts classiques de mise en relation de l'espace. Donc encore une fois, cette perspective forcée de Borromini était une énorme source d'inspiration, parce qu'elle nous permettait à la fois de s'accrocher complètement au bâtiment existant, mais de créer un rapport très particulier et d'en théâtraliser finalement la façade. Et que ce fond de scène soit constitutif et organise aussi l'espace au sein des bureaux. Donc toute la mise en place de cette architecture-là et de ces façades comme ça qui forment une sorte de grand V est une sorte de mise en exergue de cette relation, de cette nouvelle relation entre l'ancien et le nouveau. Et aussi de finalement proposer une certaine logique spatiale entre côté cour et côté jardin, dans cette idée classique que développait initialement, historiquement, le pavillon de la Duchesse. Donc c'est une forme finalement de réinterprétation aussi de ces intentions classiques dans une mise en place d'une architecture qui ne nie pas, ne s'écarte pas, assume ce prolongement et ce lien, et finalement met en scène et révèle ce qui doit être révélé et ce qui est finalement important dans l'architecture déjà présente. Donc non seulement ça en devient la qualité spatiale et qui régule finalement le lieu et l'organisation des bureaux, et c'est quelque chose qui, plutôt que de venir en contradiction, vient plutôt en addition, mais en addition qui essaie de trouver une forme de dialogue. Là, ici, c'est finalement presque le même exercice. On est à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron. C'est un projet de médiathèque. C'est un projet qui est au cœur qui est dans la périphérie de la Bastide, dans une ville médiévale. Et je vais passer là, évidemment, la parole à Sylvain pour nous expliquer ce projet, mais qui traite des mêmes questions entre ancien et nouveau, et entre, je dirais, adéquation entre ces deux architectures qui peuvent générer quelque chose de neuf et de nouveau. Ici, on est à Villefranche-de-Rouergue, c'est une bastide du Moyen-Âge. Il y a beaucoup de lieux qui sont très beaux. On voit la place principale ici. C'est des lieux avec un patrimoine incroyable, mais en même temps un peu en désuétude. Et donc, on a été invité à travailler sur le pôle culturel de la ville, qui était finalement à l'entrée de la Bastide, sur une ancienne bâtisse qui avait une grande histoire, puisque ça commençait au XIIe siècle, si je dis pas de bêtises, mais en même temps qui avait vécu tout un tas de vie. Ça avait été un bâtiment, ça a été une fabrique, donc il y a eu des fonctions industrielles, il y a eu tout un tas de fonctions. Et voilà le bâtiment un peu comme il était avant, quand on l'a découvert. On avait des restes de bâtiments très anciens, et puis de l'autre côté, on avait finalement des restes de bâtiments en béton assez en très mauvais état. L'ensemble était dans un état un peu complexe. Donc l'idée du projet, ça a été finalement de se dire que il fallait raconter une histoire commune avec tout ça. La première évidence, c'était un atrium qui était déjà un peu naissant, mais qui était à reconstruire à l'arrière, entre finalement l'ancien qui est plutôt sur la place et puis l'arrière qui était dans un très mauvais état. Et cet atrium, de le recouvrir d'une toiture qui allait finalement recouvrir l'ensemble des bâtiments. Et qu'on allait travailler autour de ce vide l'ensemble des espaces qui communiquent tous entre eux,
et que l'histoire allait créer le lien entre des architectures contemporaines et nouvelles, une sorte de palimpseste, mais où on assume l'écriture à la fois contemporaine avec des restes de bâtiments anciens. Et donc tout ça dans une forme de continuité spatiale qui finalement permet de répondre à l'usage qu'on veut de ce lieu, qui soit à la fois unificateur, on puisse se rencontrer et en même temps proposer à chaque fois des thématiques par niveau. Voilà, c'est un projet qui fonctionne très bien aujourd'hui. Les gens sont très contents et très demandeurs de ce genre d'usage et de bâtiments. Et c'était à la fois pour la ville une sorte de démonstration qu'on pouvait faire des choses à l'intérieur de leur bastide qui est en train de dépérir aujourd'hui. Voilà, donc là on voit le jour de l'inauguration, voilà. Et donc le bâtiment il est extrêmement simple. On a rénové les façades avec des ouvertures très contemporaines, très minimalistes, qui mettent juste en valeur l'ouverture des trous. Et ensuite on a la toiture qui vient chapeauter l'ensemble et qui permet de créer finalement l'espace nouveau qui se trouve tout en haut et qui permet d'avoir un point de vue sur la ville. Ouais, donc c'est donc Villefranche, projet qu'on a construit il n'y a pas si longtemps, fait référence finalement à un projet qu'on a conçu avant de fonder l'agence, juste quand on est sorti de l'école, en 2006. C'était un concours W pour la restauration d'un château barrière, dont le thème du concours c'était la greffe architecturale. Et on voit tout de suite, comment certaines idées qui sont nées très tôt peuvent continuer à nous influencer encore aujourd'hui. Donc l'idée était très simple, hein. Déjà on s'appuyait sur John Ruskin, qui est un peu le détracteur de Viollet-le-Duc, en tout cas pour ce projet-là, et qui disait « Ne restaurez jamais, ce n'est ni possible, ni sage, ni sincère. Restaurer, c'est le plus complet des mensonges. Conserver, oui, autant que faire se peut, et les matériaux anciens et l'aspect ancien. » Donc, ce que dit Ruskin, en fait, c'est que ça sert à rien de reconstruire à l'identique, il faut garder l'état du bâtiment tel qu'il est, le conserver, oui, mais s'il est détruit, ne pas le restituer. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement inséré un programme en respectant l'architecture ruinesque telle qu'elle existe aujourd'hui. Et voilà, ça nous a donné du coup ce genre d'espace interstitiel. On voit à droite sur l'image l'espace d'attique qui est en lien direct avec la matérialité de la ruine. Et en fait, quand on descend, on a des grands cadrages qui viennent se reconnecter avec les fenêtres existantes pour créer un espace muséal en lien avec l'histoire. Cette question de patrimoine et de palimpseste, on la retrouve évidemment dans le projet du collège Anne-Franck. Donc c'est un projet de Jean Nouvel qui date des années 80. Et qui est une réponse à la manière dont on construisait à l'époque les lycées. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on construisait dans les années 70, hein, le modèle de lycée de type Payron. Alors Payron en lien avec un incident, un incendie survenu dans un collège qui s'appelait le collège Payron, mais qui représente un petit peu le standard de la manière de construire de l'époque. Et donc il faut savoir qu'à l'époque, les équipements scolaires, en fait, l'architecte, il avait un catalogue d'éléments en kit, et en fait, son seul boulot, c'était de créer un organigramme et de piocher dans ces éléments de construction ce qu'il lui fallait pour créer son architecture. Et donc, Jean Nouvel a été assez critique par rapport à cette manière de faire qui relègue un peu l'architecte à un organisateur d'espace et puis vraiment à un créateur d'objets, enfin d'architecture. Et donc il a essayé de prendre disons le système à son jeu en détournant complètement les règles. Et donc il va créer avec ce collège-là, un collège des années 80, une architecture critique
de son époque, précisément critique en fonction de la manière de construire. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est un projet qui est donc né du minimum d'éléments choisis dans le catalogue qui était disponible. Donc là, il y a 3 éléments. Il y a un poteau, une poutre et puis une façade. Et en fait, l'idée, c'était vraiment avec le minimum d'éléments d'arriver à construire ce collège. Mais l'idée, c'était évidemment de ne pas faire que ça. C'était aussi de détourner cette manière ultra rationnelle de construire et d'y apporter des codes un peu disruptifs qui contredisent la sécheresse ultra rationnelle du collège tel qu'on avait l'habitude de le voir. Donc là, on voit à gauche, c'est le plan du collège, et à droite, c'est l'inspiration qui est clairement le château de Vincennes. Donc il y avait cette idée d'apporter de Versailles. Donc l'idée, c'était de s'inspirer en fait des châteaux pour construire les écoles, alors qu'on avait un système extrêmement minimal et limité en termes de moyens de construction. Une autre intervention où donc il travaille avec l'artiste Pierre-Martin Jacot, une intervention artistique où on voit le projet est truffé d'énigmes et de signes. Donc on voit les codes alphanumériques qu'on voit par exemple sur la façade à gauche, qui représentent... alors on a eu beaucoup de mal à trouver, parce qu'il a fallu qu'on fasse tout un travail d'archéologie pour comprendre le fonctionnement, le pourquoi du comment des chiffres. Et donc on est arrivé sur ces archives-là, et on comprend en fait que finalement chacun de ces chiffres, c'est une coordonnée, et donc il y a une coordonnée, donc il y a un X et Y, qui définit en fait le positionnement du nœud structurel par rapport à l'ensemble du projet. Et au centre, ce qu'on voit en fait, c'est les couloirs qui existaient à l'intérieur du projet, où le parpaing est laissé brut, et sur chaque parpaing, on voit un numéro qui est en fait son numéro de pose. Et en fonction du parpaing qu'on choisit pour être ornementé, on arrive finalement à créer des figures géométriques qui viennent contredire justement, encore une fois, la sécheresse de l'espace en essayant de créer un ornement. Alors là, l'image, elle n'est pas à l'envers, c'est vraiment comme ça. Il y a une sorte d'effet comique où on a même placé des bustes et des colonnes au plafond, histoire vraiment de faire sauter le sérieux que pourrait prendre l'école. Il y a vraiment un côté humoristique dans la manière de désamorcer l'austérité ultra-rationnelle du projet. Et voilà ce que ça peut donner en fait en image à l'époque. Vous voyez là à gauche, il y a un de ces couloirs avec une colonne collée au plafond, un néon qui fait ce qu'il veut. Il y avait même alors on voit le néon, il passe sur des moulures. Ils avaient carrément acheté des moulures dans un supermarché du coin, et puis ils l'avaient collé pour faire courir le long du plafond, pour ramener encore des ornements, même au-delà de la question du kitsch, n'est même plus une question en fait. C'est vraiment une manière de détourner un espace et de voir jusqu'où on peut aller pour créer une atmosphère particulière. Oui, et je dirais aussi pour en révéler en fait sa fonction critique. Lorsque Jean s'est retrouvé finalement à construire ce projet et qu'on lui a imposé en fait des limites de construction, il a dit dans ce cas-là, si vous m'imposez en fait un nombre limité d'éléments, j'en prendrai évidemment le minimum, mais à chaque fois je vais les numéroter pour démontrer une forme d'absurdité à cette limitation. Alors il a dépassé cette simple posture critique et essayé évidemment d'en tirer des prolongements, je dirais même pédagogiques, pour la construction du projet, et d'insuffler aussi toute une somme de superpositions et d'anachronismes pour montrer et pour démontrer que si ces nouveaux modes de construction existaient, l'architecture, elle vient de beaucoup plus loin. Et on n'est pas sur une forme de tabula rasa, et au contraire, il faut démontrer que la préexistence de l'architecture, elle se retrouve dans toute une succession d'éléments, et
comme le dit Raphaël, cette sécheresse comme ça qui nous est presque imposée, quand on la met en perspective sur l'ensemble de ces jeux de superposition, elle nous raconte aussi d'où on vient et peut-être où on va, quoi. Et donc c'est aussi pour ça que dans ces espaces-là, il y avait une forme d'omniprésence de l'art et du graphisme inspiré évidemment d'artistes de l'époque, hein, comme Buren, où on va retrouver des esthétiques et des graphismes très particuliers de l'époque dans laquelle le projet a été construit, et aussi une forme d'attention jusque dans les poignées de porte, jusque dans toute une série d'éléments qui composent le projet, qui font référence peut-être à une forme d'éléments qui appartenaient au passé et qui étaient collés et utilisés dans le projet pour que finalement une sorte de réveil ou de conscience collective puisse naître au sein de ce projet-là. Donc sur un postulat critique, c'était aussi un outil qui permettait peut-être aux jeunes âmes et aux élèves de cette école de percevoir consciemment ou inconsciemment que ce projet-là tendait à raconter plus que ce qui lui était demandé. Alors cette image, c'est un peu une métaphore pour nous de l'architecture, en tout cas sur ce projet-là. C'est l'expérience la plus longue qui ait jamais été réalisée. C'est l'expérience de la goutte de poids. Et donc l'idée, c'est de démontrer que la poix qui semble solide est en fait un liquide avec une viscosité infinie, enfin quasiment. Et voilà, donc c'est une expérience qui dure depuis 90 ans et pour l'instant, il n'y a que 10 gouttes qui sont tombées. Donc il y a une goutte tous les 10 ans. Et pourquoi on a montré cette image-là, c'est que finalement, on se rend compte depuis la création du projet qu'il a subi énormément de modifications avec le temps, des petites modifications, enfin plus ou moins grandes. Des passions ont été bougées, des plafonds ont été recouverts par des dalles de faux plafonds. Enfin, il y a eu énormément de modifications et on s'est retrouvé en fait avec un projet qui était complètement défiguré par rapport à sa version initiale. Et donc on est arrivé à ce moment-là et s'est posé du coup pour nous la question de la rénovation thermique. En fait, évidemment, vu l'année dans laquelle il a été conçu, ça n'était pas un sujet à l'époque et donc il fallait retrouver des normes. Les normes actuelles, et donc on a dû faire tout un travail de rénovation thermique et donc d'améliorer la performance énergétique de 40%. Alors 40%, ça veut dire quand même faire beaucoup de changements. Et du coup, ça nous a amené à réfléchir justement sur l'actualité, à savoir quelle est l'influence de la rénovation thermique sur le patrimoine et comment, en fait, on est en train, par, disons, la volonté de notre époque de transformer d'une certaine manière le patrimoine. Et donc elle pose la question évidemment de la technique. On voit ici sur cette image voilà, un bâtiment, comment dire, de son époque, mais qui possède ses qualités, son identité, et cette rénovation thermique à droite qui efface totalement son caractère. Et on se dit que finalement, c'est quand même une réponse qui est assez globale et qui nous pose question, parce que finalement, voilà, il y a quand même une disparition de l'identité du patrimoine liée à un problème qui est purement technique et qui fait aujourd'hui, qui est extrêmement, qui focalise en tout cas peut-être un peu trop, disons, la manière qu'on a de protéger l'existant. Alors du coup, comment est-ce qu'on l'a abordé ? Déjà, voilà quelques petites photos du chantier, parce qu'elle nous semblait... le chantier était tellement intéressant qu'on a décidé de faire un reportage photo pour montrer un petit peu voilà, les travaux et disons, la profondeur et la beauté du chantier. Voilà, donc on révèle ici uniquement les dalles à caisson. Finalement, on retire énormément de choses, on se rend compte. Voilà, les plateaux sont totalement libérés, il y a des trémies, il n'y a plus de façade. Les grandes pyramides, on garde quand même la présence de ces ornementations autant qu'on peut, parce qu'elles font partie de l'histoire du bâtiment.
Là, c'est pareil, on voit les inscriptions de l'artiste. Tous les murs qu'on a pu conserver, on les a conservés. Voilà, là c'est dans les derniers niveaux, on voit encore les cloisonnements, une espèce de cicatrices sur les dalles. Les grandes pyramides dans lesquelles il y avait... les choses ont disparu d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui c'est devenu carrément aujourd'hui, avant qu'on intervienne, c'est devenu des réserves. Voilà, donc ce qu'on a proposé, ça commence là, c'est de recréer une peau qui s'inspire en fait de l'esprit d'origine. Déjà dans un premier temps, peut-être que la manière dont on a pris le sujet, c'est de se dire la fonction critique qui existait à l'origine et qui était là pour un peu dénoncer une mauvaise pratique de l'architecture pour créer tous ces lycées paillerons. Finalement, ce qui était vraiment intéressant, c'était ça, c'était la fonction critique de l'architecture. Au-delà même de sa matérialité, elle avait une charge immatérielle qui nous intéressait beaucoup et qui nous a permis de développer une dynamique d'évolution du bâtiment, de restauration de sa fonction critique. Et voilà, donc c'est ce qu'on a proposé en termes d'esthétique d'isolation, et ce qui nous permet du coup, en réactivant la fonction critique, de pouvoir parler de cette problématique de rénovation énergétique. Et donc, de la même manière qu'à la création du premier projet, en fait, on prend un seul élément, ici, l'élément le plus industriel, le plus facile. Donc ici, c'est le caillebotis, et on va le développer sur l'ensemble de la façade, tout en gardant les codes alphanumériques qui avaient été implantés historiquement sur les nœuds du projet. Donc on voit ici, les caillebotis viennent donc se surimposer à l'isolation. Ils servent aussi parfois de brise-soleil pour apporter du confort thermique en été en protection solaire. Donc à gauche, on voit l'état avant la rénovation et à droite après. Et on a tout un travail aussi sur les façades, puisqu'à l'origine, en fait, les façades des classes étaient équipées de panneaux en fibre au ciment extrêmement fins. Il devait faire 1 ou 2 cm d'épaisseur, il n'y avait vraiment aucune isolation. Et ils composaient en façade des motifs colorés, géométriques, qui étaient là aussi, encore une fois, pour détourner un petit peu l'austérité de la structure, en fait. Et évidemment, quand on regarde la photo à gauche, en fait, on se rend compte qu'il n'y avait pas assez de lumière qui rentrait, et il a fallu, pour réadapter les classes aux normes actuelles, travailler sur un système qui remplaçait ces panneaux sans effacer le caractère coloré qu'on pouvait trouver à l'extérieur. Et donc, on a trouvé ce système de sérigraphie qui laisse rentrer la lumière et qui permet de conserver les façades colorées. Pour améliorer aussi le confort thermique, on a multiplié une installation qui existait déjà, qui était ces grandes treilles végétales. Alors on les a multipliées par 2 ou par 3, et surtout on a renforcé leur viabilité via des systèmes qui permettent aux plantes de mieux vivre, de mieux grimper. Voilà. Donc très rapidement, en fait, les treilles ont été colonisées par cette végétation assez luxuriante. À gauche, avant et après le nouveau projet, donc avec les brises-soleil en caillebotis et la présence végétale. Voilà, sur les bords du projet, où il y avait de la technique, on a réussi quand même à valoriser ces espaces-là. Et l'intérieur, alors là, on n'a quasiment pas touché, en fait, on a juste ajouter la technique, les fluides, et laisser le plus brut possible la technique qui joue en fait de la même manière que les ornements qui existent déjà. Il y a une sorte de dialogue entre le nouveau et l'ancien, et il faut le considérer quelque part comme un nouveau langage qui vient se surimposer à ce qui était déjà proposé, quoi. On a recréé aussi les patios qui avaient été bouchés en fait dans l'histoire du projet, de manière tout simplement à pouvoir bénéficier au sein du hall d'une qualité aussi paysagère et une qualité lumineuse
au sein de cet espace qui était conçu comme un espace somme et donc qui nécessitait forcément, c'est-à-dire l'usage à la fois d'un grand hall d'accueil, mais aussi d'un préau, mais aussi enfin d'un espace vraiment de convivialité et de rassemblement au sein du collège. Donc il nous a semblé essentiel de rétablir des espaces qui avaient été gommés avec le temps et qui permettaient d'agrémenter et de qualifier de manière plus qualitative cet espace-là. Alors, on n'a pas fait grand-chose, mais il y a quand même tout un effort acoustique qui a été fait sur l'ensemble des passerelles, l'ensemble des baies vitrées qui ont été transformées en sérigraphie. Enfin, il y a eu quand même un travail assez profond de la restauration de ce grand hall. Ici, les couloirs qui avant donc étaient obscurs, on a quand même remodelé le plan pour avoir un maximum de couloirs éclairés naturellement. D'ailleurs, ils sont tous éclairés naturellement aujourd'hui. Et ils profitent de ces patios qui sont situés à l'intérieur du projet. Et voilà, on revoit encore ces fameuses colonnes qui sont accrochées au plafond et qui maintenant dialoguent avec le double flux, hein, tout ce qui est ventilation, qui est venu se rajouter, voilà, qui est comme une sorte de nouveau langage qui vient se rajouter à l'ancien et qui vient intégrer les moulures dont on parlait au début. Vous voyez à gauche là les moulures préfabriquées qu'on peut trouver dans les supermarchés et qui suivent en fait les nouveaux réseaux fluides qui les accompagnent. Je dirais que c'est aussi tout l'intérêt de venir retravailler ces bâtiments-là, c'est qu'on peut se réapproprier la technique de manière finalement à aussi requalifier l'espace. On a des systèmes qui sont plus performants qu'à l'époque et typiquement dans cette image, le couloir qui était en fait c'était des anciennes classes qui étaient orientées à cet endroit-là et le fait de requalifier, de réoptimiser certains espaces nous a permis de reconquérir en fait des locaux techniques de manière à pouvoir se libérer ou se dédouaner d'un cloisonnement de manière à retrouver des qualités dans les circulations communes et de les éclairer naturellement. Et ça, je dirais que c'est aussi une réappropriation de ces bâtiments et le fait de bénéficier de nouvelles techniques qui nous permettent aussi de repenser les espaces et de leur apporter un confort bien supérieur. Il y a la question aussi de l'acoustique. Et on voit sur cette photo-là, dans la dalle à caisson du plafond, on voit que dans chaque caisson, on a installé un panneau acoustique. Voilà, donc vraiment la question du confort a été adaptée au maximum dans les possibilités plastiques du projet. Quoi. Et de travailler avec l'existant pour finalement trouver les opportunités pour améliorer le confort, c'est ce que je disais à l'instant, et aussi de révéler la technique par cette stratification. On a cette superposition qui avait été déjà proposée à l'époque, qu'on a finalement démultipliée avec le double flux et en reprenant les codes, en les réinterprétant de manière finalement à prolonger, comme le disait Raphaël, cette fonction critique du bâtiment, de ne pas le dénaturer, de lui retrouver sa fonction première et finalement d'en raconter les nouveaux codes et de prolonger cette fonction critique. Voilà, donc après c'est juste des photos avant-après. Là c'était un logement de la directrice, logement de fonction, voilà, qui a été réadapté en utilisant toujours les mêmes codes. Ça c'est la salle d'art plastique. Ça c'est donc l'ancienne réserve qui est adaptée en cuisine, en cantine, en demi-pension. Voilà, en demi-pension. Voilà, on utilise les codes de toiture pour les remettre dedans et recréer une esthétique très forte. L'avant-après. Ça c'est à l'entrée, donc ça c'est les racks vélos. La grande cour, alors on a recréé un grand préau, pareil, dans un langage assez industriel, qui puisse répondre en fait par sa simplicité au mode d'assemblage du projet. La cour, la nouvelle cour. Et voilà. Merci.